Monsieur le ministre, Dr Abdourahmane Diouf, la vraie souveraineté, c'est d'être un acteur et non pas un spectateur dans la guerre du savoir. Le Sénégal en est tout. Le Sénégal en est tout. Oui. Ben, pour le moment, c'est pas très enviable, comme ce qu'on a comme situation. Bon, on a un premier satellite, etc. Voilà. Mais l'avantage, exactement, c'est que... on parle de l'intelligence artificielle, du DeepSeek, etc., etc. Maintenant, nous avons maîtrise de la technologie. Nous avons compris. Nous avons surtout compris que nous n'avons pas besoin d'années-lumière pour résorber le gap qui nous sépare des nations. Avant, ils ont fait un train, nous attendons 200 ans pour faire un train. Oui. Ils font le bateau, nous attendons 300 ans pour faire le bateau. Maintenant, avec la nouvelle technologie et l'intelligence artificielle et le capital humain de qualité que nous n'avons pas le droit de les laisser prendre de l'avance sur nous. Nous devons être sur la même ligne de départ. Et ça, les nouvelles autorités l'ont parfaitement comprise. Hier, j'étais dans une conférence comme ministre de l'Enseignement supérieur avec 2 autres collègues ministres où entre l'UCAD et l'UNCHK, l'Université numérique, ont démarré des projets sur l'intelligence artificielle. Et je leur ai dit 2 idées que je considère comme importantes. La première, il ne faut pas faire de l'intelligence artificielle un domaine d'élite. On ne doit pas dire que ce sont les plus intelligents. Il faut décentrer. Il faut absolument occuper toute la chaîne de valeur. Comment c'est possible? C'est-à-dire que l'intelligence artificielle, c'est autour de l'informatique, du numérique, de la digitalisation, toutes ces technologies innovantes. Quand on doit produire en matière d'intelligence artificielle, ça doit aller de bout en bout. À l'un des bouts, il y a l'ingénieur hyper capé qui a fait d'excellentes études, qui fait un travail de conception. Mais à l'autre bout, il y a le petit ouvrier de l'intelligence artificielle qu'il ne faut pas oublier. Pour vous permettre de mieux comprendre, je vous donne l'exemple du gaz et du pétrole. On a tendance à considérer ça comme un métier d'élite. Mais il y a de très grands ingénieurs qui sont à une des extrémités sur le pétrole et le gaz. Mais il y a au moins une centaine de corps de métiers qui travaillent dans ce domaine. Ça va du petit cuisinier au bout de l'échelle qui prépare à manger à l'ingénieur. Quand vous allez dans leur bateau et dans leur plateforme, vous trouvez tous les corps de métier. Vous pouvez y retrouver celui qui n'a pas fait d'études du tout. Il est dans la chaîne de valeur. Celui qui a un certificat d'études et qui n'est pas très qualifié, il est dans la chaîne de valeur. Celui qui a un bac technique, il est dans la chaîne de valeur. L'ingénieur, il est dans la chaîne de valeur. Et vous mettez tout ça ensemble pour avoir un écosystème performant sur le pétrole et le gaz. C'est ça qu'il faut exactement faire dans le domaine de l'intelligence artificielle. Ce matin, j'ai reçu à mon bureau quelqu'un qui a une invention sur les questions d'énergie, qui n'est pas encore breveté malheureusement, et qui n'a pas fait l'école. La semaine passée... Ce qu'on appelle les analphabètes. Exactement. Malheureusement. Je n'aime pas spécialement le terme. C'est ça, oui, c'est ce qu'on appelle. La semaine passée, on m'a présenté à un jeune qui vient de... Enfin, on ne me l'a pas présenté physiquement, on m'a présenté son dossier, qui vient d'inventer un drone. Ah oui. Il n'a pas fait l'école. Et l'exemple que j'aime, tout le monde sait que j'adore cet exemple, c'est les jeunes qui sont au marché Alizé, à Dakar. Ah oui, qui font les téléphones. Ils n'ont ni le certificat d'études primaires, ni le BFM, ni le bac. Ils n'ont rien fait. Ils ne savent même pas écrire des fois leur nom en français. Vous leur donnez votre téléphone dernier cri, Samsung, Android ou whatever, iPhone, ils sont capables de totalement désagréger le téléphone et de vous le refaire à l'identique. Ils ne l'ont appris nulle part. Ce sont des génies qui sont dans les angles morts de notre pays et que l'école ne valorise pas souvent. Donc moi, en parlant d'intelligence artificielle et de toutes ces technologies innovantes, je ne vais pas seulement chercher à l'école polytechnique. Je ne vais pas seulement chercher dans les facultés. Je cherche partout où les Sénégalais sont nichés avec une intelligence pragmatique qui n'est pas basée sur la théorie et capable d'inventer des choses qui ont une prise réelle sur notre population. Et ça, on peut l'avoir avec l'école ou sans l'école. Maintenant, notre intelligence, et c'est ça la deuxième idée. Quand j'ai dit qu'il ne faut pas en faire un domaine d'élite, la deuxième idée, c'est de l'endogénéiser, comme le préconisent les nouvelles autorités. De l'endogénéiser, cela veut dire qu'on n'est pas à une course vers la création d'innovation sans prise avec notre réalité. Je veux dire, avec l'intelligence artificielle, si on doit faire des cure-dents, ce sont les cure-dents qui sont notre besoin, pas les voitures électriques. On fait des cure-dents. Et on a donné un excellent exemple hier sur l'intelligence artificielle et l'agriculture. Si avec l'intelligence artificielle du moins, une vache qui faisait 5 litres de lait par jour fait 10 litres de lait par jour, c'est ça notre priorité. Donc cela veut dire qu'on peut utiliser le même outil que les États-Unis ou la France, mais avec des finalités différentes. Et ça, c'est une vraie guerre. Hein. Mais c'est juste une conscience de soi. Oui. Une conscience de ses propres besoins. Je donne un autre exemple. Vous allez dans des villes, New York, les grandes villes américaines, où dans la course au développement, ils ont pensé qu'il fallait faire des gratte-ciel. Allez à Genève, une très grande ville internationale, qu'on appelle même le 5e continent.
vous ne verrez pas de gratte-ciel. Parce que dans leur approche du développement, les Américains ont pensé qu'il fallait construire haut avec des ingénieurs. Les Suisses ont considéré qu'il fallait construire bas. Et les ingénieurs américains ne sont pas plus outillés, plus expérimentés et plus forts. Seulement les Suisses, ils ont construit un développement endogène basé sur leurs besoins. Donc nous, le développement qu'on va opérer, à la base de l'intelligence artificielle, ce n'est pas de copier exactement ce qui se fait dans les pays développés. Ce n'est pas notre développement. Notre développement, c'est un exemple que je me donne souvent à moi-même en rigolant. Moi, depuis que je suis rentré au Sénégal, je me rends compte que je suis assez encombré par des chaussures fermées avec des chaussettes. Et après, quand on réfléchit, je me rends compte que, mais effectivement, on ne peut pas être en Afrique et donner la priorité à des chaussures fermées avec lacets, avec des chaussettes. Parce que ceux qui ont créé ces chaussures fermées avec des chaussettes, mais ils vivent dans un climat glacial. Il faut faire quoi alors? Froid, il faut porter des sandales tant qu'on peut. Mais est-ce qu'on peut entrer dans une administration, dans un ministère, au palais avec ses sandales, monsieur le ministre? Exemple de biais cognitif. Nous avons repris ce que l'Europe nous donne, et on nous a fait croire que dans notre administration sénégalaise, nous qui sommes en Afrique, où il y a du soleil tous les jours, on doit venir avec des chaussures fermées en cuir, avec des chaussettes au Sénégal, à midi et à 4. Mais c'est ça le biais cognitif. Mais rappelez-vous, pendant longtemps, on n'entrait pas à l'Assemblée nationale avec des habits traditionnels. Ça, il faut que les jeunes le savent. Moi, relativement jeune, je ne sais pas, relativement vieux, je ne sais pas, mais j'ai vécu cette période où à l'Assemblée nationale, on ne parlait pas français, on ne parlait pas wolof, on ne mettait pas des habits traditionnels. Le Sénégal a fait d'excellents pas en avant par rapport à cela. Donc c'est ça le biais cognitif. Considérer que ce que nous avons importé... On attend des sandales au Conseil des ministres. Hein. Des sandales au Conseil des ministres, monsieur le ministre. Non mais voilà, un autre exemple. Par exemple, nous, supposons que je porte des sandales, je vais au Conseil des ministres. On va considérer que je ne suis pas correct. Mais supposons que je mette des babouches avec mon bazin et que j'aille au Conseil des ministres. On va considérer que je suis bien habillé. Pourtant, les babouches ont la même fonction que les sandales. Ce n'est pas des chaussures fermées. Oui. Mais puisque les babouches viennent des pays arabes, on les valorise à côté de nos sandales. Donc, c'est ce biais cognitif. Il faut des dalungaï au palais, dans nos administrations. Mais pourquoi pas? Oui, pourquoi pas? On peut les raffiner. Ce n'est pas du misérabilisme. Non. Je ne suis pas dans ça. Oui. Je ne suis pas du misérabilisme. Cela ne veut pas dire aussi qu'on ne doit pas porter des costumes occidentaux, qu'on ne doit pas porter des babouches. Non. Mais on doit avoir un mix culturel. Mais dans ce mix culturel-là, c'est notre apport culturel qui doit être le socle. Moi, je suis habillé là maintenant en costume cravate. Peut-être qu'avec le climat, Sol et Farumbam auraient été plus adaptés. Parce que c'est ça que nous avons créé. C'est ça que nous avons inventé. Je ris parce que je suis le produit d'un système qui est... Nous sommes victimes. C'est pour ça, depuis le début, Farumbam, je vous dis, nous sommes victimes. Oui. Mais dans notre société sénégalaise, l'habillement le plus correct et le plus adéquat, c'est des sandales, un farumbam ak benn caaya. Mais boo ko solee tey am nuñ la xoolee ñun ñu dem ba nga noonu lay xoolee nga jàpp ne baaxul yow en fait tu subis la pression sociale. C'est vrai. Ce que je dis est très profond. Parce que ñun ñëpp nous sommes des victimes. Il y a des réformes aujourd'hui. Si vous voudriez les faire, c'est la société elle-même qui vous interdirait. C'est vrai. L'enfer, c'est les autres. Oui. Voilà, l'enfer, c'est les autres. Oui. Donc, je pense que maintenant, on a une génération, ce que j'ai toujours appelé dans le champ politique la génération d'idées. Oui. La génération d'idées pouvoir, c'est une génération complètement décomplexée qui regarde vers l'avenir, qui a fini le travail de conceptualisation, qui est prête à implémenter et on va voir ce que ça va donner. C'est important. Vous parliez des exemples intéressants, des exemples que vous avez reçus dans votre bureau, martialisés avec des exemples de jeunes qui n'ont pas fait l'école française, l'école traditionnelle, qui ont été exclus par ce système. Faut-il résorber ce gap diplômé et non diplômé? Il faut ouvrir des universités de recherche qui seraient une sorte de syncrétisme, non pas sur la base de diplôme, mais sur la base de talent. L'intellectuel est défini en Allemagne comme quelqu'un qui sait faire quelque chose avec ses mains, non pas bien parler. Il faut résorber ce gap-là, Dr Abdourahmane Diouf. Bon, bien parler est un art. Et il y a des sciences de l'art où on a besoin de bien parler. Nous autres qui avons fait droit, on nous a très tôt appris que tout ce que vous savez faire, c'est parler et écrire. Donc, sachez bien écrire et parler. Oui. Donc, dans ce domaine-là, le droit, les lettres, c'est de l'art. On a besoin aussi de ces gens-là pour impulser la réflexion dans une société. Pour transformer. Voilà. Mais maintenant, pour transformer, c'est là où les diplômes, je dirais, ne sont pas importants, mais ça ne doit pas être le seul critère valable dans une société où vous commencez à apprendre à 6 ans avec une langue étrangère. Là où le jeune Français, lui, 6 ans, il commence déjà à actualiser.
le jeune anglais, il commence à conceptualiser. Vous, on fait fi de tout ce que vous avez capitalisé entre 1 an et 6 ans. On y met une croix, on multiplie par 0 et on vous demande de commencer à apprendre avec un exemple très simple. Et votre fils, votre fille de 3, 4 ans, 5 ans, vous lui demandez d'aller dans une boutique, il donne 100 francs, il achète le bonbon de 50 francs, il sait à 5 ans que le boutiquier doit lui rendre 50 francs. Oui. Ça veut dire que 100 francs, 50 francs égale 50 francs. Mais ça, il le sait, de par sa culture. Oui. Il sait que qui n'a que ñaar fuk bonbon bi fukki dërëm la jox daf may dolli fukki dërëm. Mais bu duggee école 6 ans, loolu yëpp dañ ciy def croix. Ñu conceptualiser ko que lii ngay def nii mooy soustraction. Comme dans sa culture xamul lan mooy soustraction. Ñu ne que lii mooy 100 francs. Da ngay def 100 francs moins 50 francs égale 50 francs. Moom mu ngi door a gis fu ñu bind 100, le signe moins mu ngi koy door a gis, le signe égal mu ngi koy door a gis. Donc on est en train de lui réapprendre ce qu'il avait acquis culturellement avec une autre langue 6 ans plus tard que les autres populations du monde entier. Et après, c'est difficile de conceptualiser dans ces cas. Dans nos écoles, il y a beaucoup de parquerisme. Oui. Voilà, il y a beaucoup de parquerisme. On teste plus la mémoire que l'intelligence. Voilà. Alors que ce qu'on doit tester, c'est la capacité de mise en perspective de l'élève. Li ak li, lan le wundu ak fumu jëm. C'est cette capacité-là qui fait la différence entre l'intellectuel et le sachant qui a juste son diplôme. Mais cette capacité de discernement-là, mais elle est très présente dans le milieu analphabète sénégalais, dans le milieu des doomu daara sénégalais. Un exemple que j'aime beaucoup aussi, c'est, je taquine souvent les différents ministres de l'économie, je leur dis, vous êtes ministre de l'économie du Sénégal. Vous, vos propres statistiques du ministère de l'économie vous disent que vous avez une économie à 95% informelle. Oui. Cela veut dire concrètement que le ministre de l'économie du Sénégal gère 5% de l'économie du Sénégal. Parce que vous dites vous-même que 95% c'est informel. Et c'est le produit de la colonisation. Exactement. Et c'est là où on doit renverser les tendances. Nous avons une nomenclature budgétaire, une science économique qui gère l'économie formelle. Ça a été bâti aux États-Unis, ça a été bâti par des grands économistes un peu partout, dans des sociétés où l'économie formelle. Cela s'adapte à la situation. Nous avons un ministère qui ne gère pas les 95%. Qu'est-ce qu'il faut changer? Vous savez, il y a un mois, j'étais à l'Assemblée nationale. Par la force des choses, j'étais le premier ministre qui passait au niveau de la commission. Et il s'est passé quelque chose de révolutionnaire. Et je voudrais que les Sénégalais continuent à agir. J'ai fait ma présentation devant les députés. Il y avait au moins une centaine de députés à la commission. Pas une minute, Pape Alioune, je n'ai parlé français. Les députés ont posé leurs questions. Personne n'a parlé. J'ai repris la parole pour répondre aux... Je n'ai pas parlé. Et quand mes autres collègues sont venus les jours suivants, toutes les séances de l'Assemblée nationale, on va dire à 90%, se sont passées en Wolof, dans l'étude d'une nomenclature budgétaire extrêmement complexe que même les intellectuels francophones qui ne sont pas érudits sur les questions de finances publiques ne pourraient comprendre. Et pourtant, on a fait tous les débats en Wolof. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la société est en avance, la société sénégalaise ambiante est en avance sur nos institutions. Notre société nous commande de parler dans nos langues. Notre société nous exige de parler dans nos langues pour se faire comprendre. Le budget est quelque chose d'extrêmement important. Oui. Si j'avais fait ma présentation en français, il y aurait des députés qui n'auraient pas compris. Il y aurait quelques 4 ou 5 députés qui auraient fait quelques questions-réponses. Ma mère n'aurait pas compris. Mon père n'aurait pas compris. Beaucoup de députés n'auraient pas compris. Je me rappelle même, à un moment donné, j'ai dit 1 ou 2 phrases en français. Un député m'a dit, vous pouvez voir français. Mais quel paradoxe, docteur. Mais c'est ça. Dans les règles parlementaires, être député, dans les exactement. Sortes de CV, c'est savoir lire et écrire en français. Mais d'où viennent... C'est bien écrit. Mais d'où viennent ces règles? Mais elles sont toujours là. Mais c'est du copier-coller. Oui. Notre République, bon ça je l'ai déjà dit 10 000 fois, c'est la République, c'est la 5e République de De Gaulle. Pensez à 1946. Quand De Gaulle l'a pensé d'ailleurs, les Français n'étaient pas d'accord. En 1946. Il a fallu qu'il revienne en 1958. Pour les sauver une deuxième fois, besoin d'être presque un roi. Je veux une 5e République, je veux une nouvelle constitution. Mais cette constitution-là, c'est exactement ce que nous avons encore aujourd'hui au Sénégal. C'est une constitution allogène qui ne retranscrit pas nos réalités. Mais le débat sur l'Assemblée nationale sur le budget est un exemple. Quand on vous dit qu'il faut savoir lire et écrire en français. Oui, c'est une condition. Combien de personnes d'érudits sénégalais vous connaissez qui auraient la capacité, le charisme, l'intelligence, le leadership de diriger le Sénégal sans pour autant avoir la capacité de parler français? Je l'ai dit une fois, bon, tout le monde n'est pas d'accord avec moi, je le conçois, c'est un débat démocratique. J'ai dit une fois que dans la constitution du Sénégal, il suffit de changer une phrase pour que le pays bascule. Parce qu'on a dit, pour être président de la République du Sénégal, il faut savoir lire et parler. On a
a organisé un référendum. C'est passé. Vous savez qu'on peut changer la constitution sans aller au référendum. Si aujourd'hui la majorité parlementaire, en accointance avec l'exécutif, disait pour être président de la République du Sénégal, il faut savoir écrire et parler arabe. Le pays bascule parce que Pape Alioune Sarr devient immédiatement un analphabète. Oui, c'est sûr. Abdourahmane Diouf devient un analphabète. Ouais. Et ceux qui étaient soi-disant au bas de l'échelle, Ouais. avec une certaine érudition, deviennent les nouveaux intellectuels. Et ce biais-là est présent chez nous, chez les intellectuels. Il y a des réformes que nous ne voulons pas nous-mêmes parce que la mise en œuvre de ces réformes va édulcorer notre statut social. Parce que notre statut social sort et sécrété par les diplômes et l'enseignement que nous avons. Il y a des gens qui ont fait des études plus poussées que nous dans une autre langue. Oui. Mais disons demain, être président de la République du Sénégal. Parce que le français, c'est une langue étrangère. Oui. L'arabe est une langue étrangère. D'imposition Disons même. demain, être président de la République, il faut savoir lire et écrire en arabe. Ou en Wolof. 99, ou en Wolof. Écrire en Wolof. 90% de la classe politique actuelle serait illégible. Il ne pourrait pas être élu. Donc voilà comment on construit une société. Nous avons construit une société sur la base des valeurs des autres, sur la base des valeurs qui sont venues des autres. On a fait du copier-coller sans réellement tropical. Le résultat, il est là. Alors que notre intelligence massive que nous voyons à Sandaga, au marché Alizé, à Touba, à Tivaouane, un peu partout, est valorisée. Regardez le sort des arabophones dans l'administration sénégalaise. On a récemment créé le BAC, fait de bons résultats. Maintenant, ils ont même un quota au niveau de l'ENAM, de l'ENA du moins. Mais après, ils ne peuvent pas réellement servir aux plus hautes fonctions de l'État. Ça reste encore un statut marginal. Mais comment les formaliser? Mais créer un là. modèle africain avec le substrat de nos langues locales et de nos langues nationales. Une grande révolution, ça. Ah, mais il faut faire de grandes révolutions pour y arriver. Je ne sais pas si vous avez eu la chance d'aller en Afrique de l'Est. L'une de leurs révolutions, c'est d'avoir réussi de faire du Swahili la langue de véhicule. À la base, c'est une langue vernaculaire, les fameuses. Ils ont réussi à faire de la langue vernaculaire la langue véhiculaire de l'information et une langue officielle. Et à chaque document officiel au Kenya, en Ouganda, dans toute la East African Community, vous avez l'anglais et vous avez le swahili. Et le Sénégal est en train de réussir ça d'ailleurs. Parce que depuis l'avènement des radios au début des années 90, 1er juillet 1994 avec Sud FM, après Walfadjri qui est venu toutes les radios, mais les Sénégalais communiquent maintenant en Wolof. C'est vrai. Je ne mets pas le Wolof au-dessus des autres. C'est vrai. Mais la réalité pragmatique, toutes les émissions en prime time, en maintenant, c'est en Wolof. Moi-même, je ne sais pas quelle est la dernière fois que j'ai fait une émission en français. On me Tout se demande fait en même Wolof. de faire belle. Mais et vous savez, Il y en a. Et je pense que vous allez suivre. Parce que si vous ne suivez pas, vous êtes en décalage par rapport à par rapport à votre propre société. Mais le Sénégal, c'est l'un des rares pays en Afrique qui a une opinion publique. Vous savez qu'au Sénégal, il y a une opinion publique très forte. Oui. Le Sénégal, c'est le pays où un gouvernement peut prendre une décision le matin et reculer l'après-midi. C'est vrai. Parce qu'il y a une forte opinion publique. Ou donner des justifications. Là. Exactement. Mais vous pensez que ça vient d'où? Ça vient du fait qu'on a une langue vernaculaire qui est devenue la langue véhiculaire de l'information qui est le Wolof. Tout le monde comprend. Quand le président Diomaye parle, tout le monde comprend. Il n'y a pas de différence entre le docteur et celui qui n'est pas allé à l'école. Parce qu'on lui parle dans la langue qu'il connaît. Vous voyez d'ailleurs les jeunes sur les réseaux sociaux, ils jouent avec ça. Ils disent que sur les 3 dernières années, tous les Sénégalais, par exemple, sont devenus des spécialistes du droit pénal. C'est vrai. Le mandat de dépôt, l'apprenti, la contumace, etc. Mais parce qu'on a des débats en Wolof qui permettent aux gens de comprendre. Ceux qui n'ont pas fait des études en français, c'est pas qu'ils sont moins intelligents. Non, pas du tout. C'est parce qu'ils n'ont pas fait le même parcours. Donc l'intelligence, ce n'est pas quelque chose qui se mesure à l'aune de la langue, à l'aune de la complexité de la langue que vous parlez. Un autre exemple que j'aime bien, quand je suis allé à l'ISEP, l'Institut supérieur d'enseignement professionnel de Diamniadio, j'ai trouvé les jeunes étudiants qui travaillaient sur une voiture qui venait de Corée. Parce que cette école découle de la coopération coréenne. Mais moi, pour leur faire comprendre l'importance de la validation par les acquis, je leur ai dit, mais il y a des voitures qui sont faites par des Coréens qui parlent coréen, des Français qui parlent français, des Allemands qui parlent allemand. Mais dans tous nos coins, partout au Sénégal, il y a des usines de mécaniciens où les élèves, les jeunes apprentis réparent des voitures en parlant Wolof. Oui. Et je leur ai dit, mais allez prendre ces jeunes-là qui n'ont pas de diplôme, mettons en place un système de validation des acquis, vous faites l'équivalence et vous vous rendrez compte qu'ils ont le niveau du bac. C'est vrai. En mécanique, ils auront le niveau du bac. Ou même plus. Ou même plus. Oui. Mais on continue à les laisser comme des angles morts. Ils ne savent pas réparer la voiture en se basant sur la langue française. Et vous savez, l'idée m'était venue parce que l'un des élèves, l'un des étudiants qui présentait la voiture qu'il était en train de réparer,
Il était brillant dans ce qu'il faisait, mais à chaque phrase de français, il faisait une faute. Et je me suis dit, justement, celui-là, sa compétence, c'est pas le français. C'est vrai. C'est la capacité à faire rouler le moteur. Et cette capacité, cette compétence à faire rouler le moteur, mais on en a dans tous nos quartiers. Mais on n'en a fait rien parce qu'ils ne l'ont pas appris en français. Et je pense que c'est vers des réformes importantes comme ça que nous devons aller à l'éducation nationale, à la formation professionnelle, à l'enseignement supérieur. Les différents ministres en sont conscients, le Premier ministre en est conscient, le Président en est conscient. J'ose espérer que nous sommes la génération d'idées qui permettra de rendre pratique, de mettre en œuvre toutes ces idées théoriques panafricaines que nous avons développées par ailleurs, mais qui ne sont pas encore mises en œuvre. Donc, c'est ça mon espoir et j'espère qu'en tant que ministre, je pourrai en réaliser une partie. Mais